Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Olivier Véran qui a consacré aujourd'hui son point presse aux conséquences psychologiques. Il est vrai que les Français sont plus dépressifs qu'avant. Apparemment, les dépressions ont doublé ces 2 derniers mois. Une stratégie claire aurait pu éviter cela. Selon vous, on sait que le flou n'est jamais très apprécié par les populations. Je crois d'abord qu'il faut bien se souvenir que nous avons un gouvernement anxiogène. Que franchement, pour pas être dépressif, après les 9 mois qu'on vient de traverser, avec Jérôme Salomon qui venait vous dire tous les soirs égrener les morts, avec le président de la République qui vous explique qu'on est en guerre, et qui maintenant vous explique qu'il y avait 9000 morts attendus, on a un gouvernement anxiogène. La panique de ce gouvernement a forcément rejailli sur les populations les plus fragiles et les plus exposées. Donc nous avons un gouvernement qui est à l'origine, par sa propre communication, déjà, effectivement, d'un certain nombre de troubles psychologiques majeurs. Il a angoissé les populations, il a mis les populations en panique, relayé en cela par une partie du corps médical qui se succédait sur les plateaux télé et qui, au nom de la prise de conscience, virait à la dictature de l'émotion. Nous sommes devenus fous. Mais vraiment, littéralement, cette communication du gouvernement, j'y insiste une nouvelle fois, va conduire à des morts et peut-être encore plus que le Covid. Alors, c'est vrai que je me fais l'avocat du diable, mais peut-être que les Français n'ont pas toujours respecté les règles. On l'a vu cet été. Est-ce que le gouvernement n'a pas été obligé peut-être de jouer la peur pour tenter de convaincre et de remporter l'adhésion? Vous savez, madame, la peur, c'est l'arme du faible. La raison est l'arme du fort. D'abord, c'est pas vrai que les Français n'ont pas respecté. Ceux qui nous ont encouragés à partir en vacances, c'est les gouvernants eux-mêmes. Ceux qui, effectivement, ont géré le déconfinement n'importe comment, c'est le Premier ministre lui-même. Quant à vos images, là, que je vois en même temps que je parle, quel est leur intérêt ? Est-ce que vous faites ça pour le cancer ? Est-ce que vous voulez qu'on montre, effectivement, des patients atteints du cancer ? Vous voulez qu'on voit des poumons noircis par le tabac ? Pourquoi on ne fait pas ça, alors, pour toutes les pathologies ? Il y a une dictature de l'émotion qui s'est emparée de ce Covid parce que, soyons clairs et soyons honnêtes, je veux dire, c'est une aubaine incroyable. C'est une aubaine incroyable pour les médias qui ont des choses à montrer. Regardez effectivement ce qu'on voit au moment où je vous parle. C'est une aubaine incroyable pour le gouvernement parce qu'en instaurant une dictature de la peur, une dictature de l'émotion, il arrive à des fins qu'on n'aurait même pas imaginé dans le pire des scénarios. On va arriver progressivement à un vaccin avec un espoir de se faire vacciner contre une pathologie qui finalement fait un nombre de morts quand même, donc il faut se souvenir du chiffre quand même très relatif. On ne sait rien de ce vaccin, mais c'est pas grave, on va se faire vacciner quand même. Et si vous voulez qu'on se fasse vacciner et adhérer à des mesures totalement absurdes et de plus en plus attentatoires aux libertés, eh ben, il n'y a qu'une solution, jouer sur la peur. Et ça marche. Alors je vais vous taquiner puisque vous nous taquinez. C'est une aubaine aussi pour les avocats puisque vous portez les plaintes de nombreux soignants contre le gouvernement dans cette gestion de l'épidémie. Où vous en êtes? Quelles sont vos chances justement de succès dans ces plaintes? Parce qu'il y a ça aussi, peut-être on le dit souvent, qui pousse aussi le gouvernement à sortir le parapluie. Ces plaintes au pénal que les ministres subissent, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Je vais quand même répondre à l'effet d'aubaine pour les avocats, en vous expliquant que moi je m'en serais bien passé de ces plaintes, en vous expliquant qu'effectivement si nous avions un gouvernement qui avait à peu près géré la crise correctement et que nous n'avions pas eu une ministre de la Santé qui était venue nous expliquer qu'elle savait tout avant tout le monde, eh bien je me serais bien passé de ces plaintes. Je me serais bien passé d'avoir des soignants au mois de mars qui allaient dans les hôpitaux, apparemment avec un virus ô combien mortel, sans masque. Je me serais bien passé d'avoir à représenter des familles de soignants décédés. Soyez sûr que je m'en serais bien passé. Et que les soignants décédés se seraient bien passés également, effectivement, de cette situation. Quant à la question de savoir où nous en sommes dans les plaintes, eh bien, les plaintes sont en cours. La Cour de justice de la République, vous le savez, effectivement, a fait des perquisitions. Ces perquisitions sont en train d'être exploitées. Nous avons le parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire et nous avons effectivement une plainte contre Jean Castex qui a été rejetée hier parce que celle-ci émanait d'une association qui, estime-t-on, n'a pas d'intérêt à agir et n'a pas effectivement de légitimité. Eh bien, c'est pas grave. Je vous annonce très officiellement qu'entre demain et lundi, environ 1000 plaintes vont être déposées contre Jean Castex par des citoyens excédés de cette situation, excédés d'être pris pour des imbéciles en permanence, excédés d'être infantilisés et excédés qu'on joue sur leur peur. Puisque la seule chose, effectivement, que ce gouvernement comprend, c'est la justice, parce que c'est la seule arme qui nous reste, eh bien, nous la ferons valoir. Mais nous allons
je termine là-dessus, droit dans le mur et à une vitesse qu'on ne soupçonne pas. Alors, il y a désormais la lueur, on va dire, et l'espoir d'un vaccin. Le gouvernement espère bien ne pas louper le coche cette fois-ci. Vous êtes confiant quant à la stratégie du gouvernement pour mener à bien une campagne massive de vaccination prochainement? Non mais, je veux dire, je pense que, pardon, hein, mais la personne qui fait encore confiance à ce gouvernement, c'est qu'elle souffre d'un vrai problème psychiatrique. C'est-à-dire que c'est une décompensation psychiatrique. C'est impossible autrement. Je veux dire que ce gouvernement puisse effectivement nous mener vers une campagne de vaccination, s'il gère cette campagne de vaccination et si ce vaccin est aussi fiable qu'il le dit, effectivement, et que sa parole a autant de poids que celle qu'elle a eue tous ces derniers mois, eh ben, je vais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors si vous me demandez, est-ce que j'ai confiance dans ce gouvernement pour quoi que ce soit, la réponse est non. Absolument pour rien, et encore moins pour la vaccination. Absolument pas. On est en train de jouer avec quoi avec cette vaccination? C'est à qui mieux? Il y en a un qui vous dit que le vaccin est efficace à 95%, l'autre à 97%. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, mis à part engraisser l'industrie pharmaceutique dans cette affaire? Je ne vois pas ce qu'on est en train de faire. On a une courbe épidémique qui est en train de redescendre. On a une courbe épidémique qui est en train de se stabiliser. On voit bien qu'effectivement, les mesures ont servi à rien. Je suis désolé. Vos confrères de LCI l'ont parfaitement montré hier soir avec des courbes très significatives qui montrent que tout ça a commencé à baisser de manière flagrante. Et comme le disait le professeur Raoult d'ailleurs au passage, bien avant le confinement, bien avant les mesures de couvre-feu. Et donc, on voit bien qu'on est sur une épidémie qu'on ne connaît pas grand-chose et qui manifestement est en train de se tarir. Et on se précipite sur des vaccins comme la misère sur le pauvre monde. Mais on est devenu complètement fou. On est devenu fou. Et après, pardon, je termine, on vous fait une histoire avec la chloroquine dont il paraît que c'est pas prouvé, etc. On fait des histoires incommensurables avec un traitement vieux de près de 100 ans. Et là, on vient effectivement donner son adhésion à un vaccin avec une innovation thérapeutique dont personne ne maîtrise la nature, mais on est devenu complètement fou. On est dans un état où on est malhonnête, où on est juste complètement fou. Mais c'est l'un ou l'autre. J'espère effectivement qu'on est juste fou. Merci Fabrice Divisio, avocat de soignants, et du professeur Raoult. Et croyez-nous également que les médias, c'est pas une partie de plaisir. On se serait bien passé aussi d'égrener ces chiffres de morts et de parler voilà, autant de temps de cette épidémie qui nous peine tous. Merci à vous en tout cas Fabrice Divisio. Oui, c'est l'aide-soignante du SIAD. D'accord. J'étais pas traqué. J'avais attrapé le Covid. Ah, c'était quand? Il n'y a pas si longtemps que ça. Approchez-moi pas trop quand même. Il y a 4-5 jours, mon fils était encore là. On fait une toilette au lit ou non? Même boulot, nos collègues avec qui nous partageons le même bâtiment ont 183 € de plus et nous on n'a rien. C'est pourquoi on est là. C'est dans la rue, ça se passe. C'est dans la rue, ça se passe. Aujourd'hui, on réclame notre droit au Ségur. La même chose que nos collègues infirmières et aides-soignants à l'EHPAD et dans les hôpitaux. Il faut faire super attention. Moi, j'ai eu le Covid pour la première vague de Covid là, au mois de mars. Je l'ai eu avec une patiente qui revient de l'hôpital. J'ai resté 1 mois en arrêt maladie. Voilà la galère. Maintenant, il faut trouver une place. Je tourne, je trouve pas de place et après, là, on reçoit une amende. Si elles sont pas là, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui sont pas faites. Si elles sont pas là, je me lave pas, Enfin, ça marche pas. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas. Ouais, c'est vrai. T'étais pas en vacances pourtant. Pas du tout. Mais je sais. L'essentiel, on est là, c'est tout. Ouais. Moi, je comprends pas très bien la politique actuelle. On nous explique qu'il faut rester à domicile, qu'il faut se maintenir à domicile, mais on se donne pas les moyens pour que les gens restent véritablement à domicile. Et le problème, c'est que le temps, ils en ont de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus de monde.
Moi, je comprends leur colère et leur situation. On est des fonctionnaires comme nos collègues de l'EHPAD. Vous avez dit quoi quand vous avez appris que vous n'auriez pas le droit au Ségur? C'est injuste. Moi, j'ai dit le mot exact, j'ai dit c'est injuste. C'est injuste. On fait le même travail, on a le même diplôme, on fait le même soin, on se déplace chez le patient, on est affronté à pas mal de difficultés et tout ça. Mais on aime ça, on a choisi. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Comment va votre maman? Écoutez, ça va. Si tu veux t'asseoir. Oui, c'est le vôtre. Allez, très bien. Ma mère n'est plus en capacité de se prononcer sur est-ce que je préfère rester à la maison ou être hospitalisé. En ce qui me concerne, oui, maison de retraite, oui. Pour moi, j'ai pas envisagé de cette solution. Je préfère qu'elle soit chez elle. La présence de soignants est importante et ça participe du maintien à domicile. Oui. Je trouve que c'est une grande injustice d'établir une frontière dans le corps médical et d'assistance. Et ce n'est pas normal que les aides-soignants ou les auxiliaires de vie ne bénéficient pas de cette valorisation salariale et puis valorisation aussi de leur métier. Retour au point de départ, retour au ciel. Un retour au bureau. Aujourd'hui, il m'a dit qu'elle a eu le Covid. Elle n'a pas fait le test. Mais comment il sait qu'il a eu le Covid? Elle m'a dit que j'ai les signes, j'avais ça, mon fils pareil. Moi aussi, je posais la question. Et quand bien même la personne est positive, de toute façon, on ne suspend pas, on continue à se protéger. Avec, par contre, effectivement, là, les blues, et on laisse tout, on jette tout en sortant et on ne garde rien de la prise en charge. Le Ségur est une revalorisation salariale qui a été négociée dans le cadre des accords Ségur, donc à l'été, durant l'accalmie de la première vague Covid. Et dans ce cadre-là, en fait, les services de soins infirmiers à domicile, qui sont souvent d'ailleurs rattachés à des centres hospitaliers ou des maisons de retraite publiques, ont été oubliés. C'est 183 € net, en moyenne 10% de leur salaire. C'est-à-dire que c'est énorme. Comme dit Makura, c'est un caddie. 10%, c'est énorme sur votre fiche de paye. Le débat se situe même pas sur le mérité ou pas, ça va de soi. À la dernière grève, j'ai des soignants qui se sont détachés du mouvement pour pouvoir aller donner des médicaments à leurs patients parce qu'elles ne voulaient pas les laisser tout seuls. C'est des hommes et des femmes qui donnent tout leur amour et toute leur passion pour ce métier. Et elles le font pas pour l'argent, mais vraiment par vocation. C'est des femmes d'exception et des hommes d'exception. C'est la fin de son parcours judiciaire qui s'achève sur une victoire. Il avait été interpellé le 22 février 2020 au Salon de l'Agriculture alors qu'il tentait de s'approcher du président. Or, les services de sécurité de la présidence l'avaient repéré et l'avaient écarté, palpé. Les gardiens de la paix partie civile durant l'audience ont expliqué qu'Éric Drouet avait opposé une résistance en faisant des gestes, en faisant le poids mort, ce qui explique son inculpation pour rébellion. Éric Drouet, de son côté, a expliqué ne pas avoir compris qu'il s'agissait de policiers puisqu'ils étaient en civil et qu'ils n'avaient pas décliné leurs fonctions, mais qu'ils ne s'étaient pas montrés violents, ce qui a été attesté par plusieurs vidéos diffusées durant l'audience. Et finalement, le président a statué que faire des gestes ou encore le poids mort n'était pas constitutif du délit de rébellion. On écoute Éric Drouet et son avocat Keops Lara. Quand ça se finit comme ça, je suis content. D'ailleurs, heureusement que la loi sur les policiers n'est pas encore passée parce que sans vidéo, tout aurait pu être dit et le jugement ne se serait pas passé pareil de toute façon. Je suis content que quand même la justice vienne sanctionner quelque chose qui est inadmissible. Je dis toujours que pour Éric Drouet, c'est tout à fait symptomatique comment les gilets jaunes sont traités. Il n'y a plus de soucis judiciaires. C'était la dernière affaire. Je suis assez heureux, mais quand même, on s'est quand même beaucoup battu sur nombreuses procédures et en résultat, il a eu des relax partout. C'est la 3e relaxe pour Éric Drouet dans le cadre de son implication dans le mouvement des Gilets jaunes. Son avocat Keops Lara a blâmé le fait qu'avec lui c'était toujours la même chose, des interpellations en série. Il ne fallait pas qu'il soit sur le chemin du président de la République. Pour vos idées politiques, on vous met en garde à vue, a déploré l'avocat lors de sa plaidoirie. Préparer les alternatives au confinement, c'est-à-dire commencer à se dire comment on fait pour mettre fin à la fin des libertés fondamentales, notamment à laquelle tout le monde a consenti,
accepter de voir les libertés politiques restreintes, les libertés syndicales, ce sont les premières à avoir été atteintes. Notamment, vous savez que les élections prud'homales qui étaient prévues en décembre ont été annulées dès le premier confinement. Donc, de nombreuses libertés fondamentales, politiques, syndicales, la liberté de pratique des cultes ont été restreintes. Et il faut préparer donc la façon dont on va réautoriser ces libertés pour aller vers le pleinement. Donc on est tous d'accord pour dire que cela va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais il y a des alternatives. Par exemple, mettre en place un principe qui serait le principe de roulement, que ce soit d'ailleurs pour l'école. Tout simplement de dire, bon, les enfants au lycée, on y va le matin, puis l'après-midi, scinder les groupes en deux, réorganiser la vie pour permettre un maximum qu'elle ait lieu et qu'elle se fasse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce gouvernement donne tout le temps le sentiment de traiter les gens, et depuis le début, comme des homo economicus, quoi. Vous n'êtes que des êtres économiques et on vous nie d'être des êtres culturels. La fermeture des librairies, par exemple, est révélateur de ça, la résistance face à la fermeture des librairies, des êtres culturels, des êtres sociaux. Quand on commence à vous dire vous n'allez pas pouvoir voir votre famille, etc., ou vos amis, c'est des êtres spirituels. Et des pour êtres ceux qui le veulent, des êtres spirituels. Voilà, exactement. Donc, sur ces questions-là fondamentales qui sont presque philosophiques dans une société qui nous organise, qui nous permettent à tous de nous sentir bien. La vie, c'est pas seulement d'aller travailler le matin et de rentrer chez soi le soir. Quelqu'un me disait finalement que certains aient envie de se rassembler pour s'élever vers Dieu. Bah, c'est la même chose que d'autres qui ont envie d'aller au théâtre pour s'élever vers la poésie ou vers d'autres choses. Donc finalement, comment on fait en sorte que ces activités-là, ces temps-là de communion, qu'ils soient laïques ou spirituels ou religieux, puissent revenir. Et là, on n'a pas le sentiment que le gouvernement, il donne pas les signes de « je vous prépare à ça ». Est-ce que ce qu'on peut reprocher à ce gouvernement, c'est un manque de préparation et d'organisation qui donne le sentiment qu'au final, ils organisent le désordre. C'est-à-dire que dès la première vague, dès le premier confinement, là, on a été obligé d'être confinés, mesure moyenâgeuse, soit dit en passant. Mais dès la première fois, on aurait dû prendre en main les choses et préparer la deuxième vague. C'est honteux de se dire qu'on a passé du mois de mars au mois de juillet à s'entendre dire sur les masques n'importe quoi, ne les portez pas, ça ne sert à rien, c'était parce qu'il n'y en avait pas. Une fois qu'il y en avait, c'était rendu obligatoire. Sur les tests, ça sert à rien, ils donnent pas les bons résultats. Une fois arrivée la deuxième vague, des tests qui n'ont pas de résultats avant 15 jours. Tout est désorganisé, y compris les atteintes aux libertés fondamentales. Je vous assure que c'est une priorité. Ça fait partie des priorités de se dire on ne peut pas accepter en démocratie que les libertés fondamentales soient ainsi confinées, restreintes indéfiniment. Alors, en ce qui dernier mot sur les libertés. C'est légitime de manifester Non. Bon, manifester, franchement, ça sert strictement à rien. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, une réaction après l'adoption de cette loi de programmation ? L'incompréhension, encore une fois, de la précipitation de la majorité de vouloir absolument faire un passage en force de cette loi tant décriée non seulement par les syndicats, mais par l'ensemble du monde de la recherche qui ne comprend pas cette volonté d'aller si vite et sans concertation. Finalement, la seule concertation qu'il y a eu, c'était avec les présidents d'université qui sont les rares gagnants de la réforme, mais pour ce qui est des vacataires, des précaires, des chercheurs et des autres, l'intérêt de cette réforme reste à voir, tant elle est bâclée, à tel point que même un député de la majorité qui connaît bien le monde de la recherche, Cédric Villani, a préféré voter contre, tant cette réforme ne faisait pas honneur au travail qui avait été fait en amont par rapport au constat juste de la revalorisation nécessaire des métiers, des filières de la recherche. Alors vous dites que cette réforme est bâclée, mais qu'est-ce qu'on lui reproche précisément? Quels sont ses défauts? Alors, on lui reproche d'être d'abord une réforme en trompe-l'œil, uniquement là pour faire semblant, comme beaucoup de réformes actuellement, donc communiquer sur le fait que le budget augmente, alors qu'en réalité, le fait que ce budget soit sur un si long terme, comme vous le disiez, 10 ans, ne permet pas de voir réellement
comment ces milliards injectés dans la recherche vont réellement être utiles. Parce qu'on parle de 15 à 20 milliards, de passer de 15 à 20 milliards par an, par palier de 25 milliards, mais sur 10 ans, ça paraît être une dissolution finalement de l'effort. Ça, c'est la première critique qui est faite. La deuxième critique, et elle est de taille, c'est sur le délit d'entrave. Là, il y a une loi qui fait que l'occupation des universités serait punie maintenant de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc vous voyez, on passe l'article 24 aujourd'hui à l'Assemblée nationale et là, encore une mesure liberticide dans une loi portée par la majorité. Ça commence à faire beaucoup et c'est extrêmement inquiétant parce que les universités sont le lieu de la création, de la recherche, mais aussi de la contestation. On n'aurait pas eu sans doute mai 68 sans les universités, on n'aurait pas eu l'école de pensée française si l'université n'était pas un contre-pouvoir, un lieu de la pensée contestataire avec des gens comme Derrida, comme Foucault ou comme d'autres qui ont été capables de porter cette vision française du monde. Donc on est en train de saboter d'une certaine façon ces pôles de liberté que sont les universités. Et puis l'aggravation de la concurrence entre les laboratoires puisque ce serait maintenant des fonds qui arriveraient par projet, donc les laboratoires vont sans doute privilégier des recherches qui vont rapporter. Donc la logique financière, la logique de profit qui rentre dans la recherche là où elle ne devrait pas être, puisqu'il est normal que dans la recherche appliquée, on cherche là où il n'y a pas forcément d'argent à se faire, mais simplement parce que c'est utile de chercher sans chercher à faire de l'argent. Or, dans la logique macroniste, il faut faire de l'argent avec tout, la santé et la recherche en l'occurrence. Donc ça fait beaucoup et comme d'habitude, les réponses du gouvernement et de la ministre ont été « vous n'avez pas compris cette réforme », toujours trop de subtilité, trop d'intelligence et il y aura des concertations une fois que cette réforme sera votée. Quel est l'intérêt? Pourquoi aller si vite? Et c'est bien là où est le loup et le fait que les syndicats de chercheurs, les chercheurs et l'opposition condamnent et critiquent cette réforme parce qu'il n'y a pas eu de concertation comme d'habitude. Alexis Poulain, est-ce qu'il existe des recours face à cette réforme? Quelle est la suite que pourraient donner justement les syndicats de chercheurs, de professeurs? Alors il y aura bien entendu des mouvements de mobilisation de la part des syndicats dès la semaine prochaine. Et puis ensuite, il va falloir mobiliser aussi les élus et revoir comment on va pouvoir changer ou faire évoluer cette réforme du bon côté pour les chercheurs. Et puis il y a ceux qui trouvent que... Oui. Non, allez-y. Et puis il y a ceux qui trouvent que cette réforme suffit, les présidents d'université, mais elle est loin de satisfaire les précaires et c'est eux qui sont les premiers touchés. Et évidemment, le but d'une réforme réussie serait de revaloriser réellement les filières, de faire de l'attractivité pour les métiers de la recherche et de garder nos talents. Puisque aujourd'hui, les chercheurs français, majoritairement, partent à l'étranger, là où ils sont mieux payés, là où ils ont un horizon qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas en France. Or, la réforme favorise encore davantage le mandarinat local, le recrutement local sans compétences, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui aux chercheurs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alexis Poulain, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes un de nos éditorialistes ici chez RT France. Se faire vacciner dès que possible. Je le ferai parce que j'ai 66 ans. Je compte me faire vacciner le plus tôt possible et j'espère que tout le monde en fera de même pour qu'on puisse enfin en sortir. Et les autres qui se montrent plus réticents. On cherche un vaccin à tout prix rapidement, mais c'est pas pour ça qu'il est encore, qui peut être vraiment efficace. Enfin, on n'en sait rien pour l'instant, donc je prendrai pas le risque, ça c'est sûr. Selon ce spécialiste, l'âge serait l'un des facteurs déterminants. Les plus méfiants ont entre 25 et 34 ans. Le manque de pédagogie explique aussi cette défiance. En Allemagne, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils anticipent l'arrivée du vaccin en essayant de préparer l'opinion publique, en expliquant, alors qu'en France, on se préoccupe de la question des vaccins uniquement au moment où ça arrive. Donc ça, c'est largement problématique. L'Agence européenne du médicament mise sur des procédures accélérées pour que des distributions de vaccins anti-Covid débutent, si possible, dès janvier prochain.